En 1991, quelque part dans les jungles luxuriantes du centre du Vietnam, un bûcheron local a trouvé un trou mystérieux parmi les feuilles et les buissons. Il y a jeté un œil et a senti un fort vent souffler sur son visage. Puis, il a entendu un son étrange en provenance des profondeurs de la grotte et a réalisé qu'il s'agissait du bruit d'une rivière. Le bûcheron n'a pas examiné la grotte, mais a décidé d'y retourner plus tard avec une lampe de poche et une corde. Mais à son retour, il n'a pas retrouvé la grotte. Il a passé plusieurs années à la chercher. Enfin, dans les années 2000, il a réussi à la localiser à nouveau. En 2009, il a amené des scientifiques à cet endroit. Ils ont découvert que la grotte, appelée Sondong, est la plus grande du monde. Il y a tellement d'espace ici que tu entendras un long écho si tu cries. Le passage principal de Sondong atteint 200 mètres de hauteur à certains endroits, soit plus de la moitié de la hauteur de l'Empire State Building. La superficie de la grotte est si énorme qu'un pâté de maisons entier de la ville de New York avec des gratte-ciel de 40 étages pourrait y tenir. Sous la jungle vietnamienne, un labyrinthe souterrain profond cache 3 des plus grandes grottes du monde. Et Sondong est le numéro 1 sur cette liste. Le vaste espace intérieur est rempli de plantes variées, de microclimats uniques et de paysages différents. C'est une véritable jungle qui pousse sous terre. Cela a été rendu possible grâce à l'effondrement du plafond à certains endroits. Il laisse la lumière du soleil y pénétrer depuis le haut. Il y a d'énormes stalactites de 76 mètres de haut sur les plafonds et les murs, ce qui est plus que la longueur d'un Boeing. Elles sont là depuis des centaines de milliers et des millions d'années. Certains dépôts de calcaire ont plus de 450 millions d'années. Cela signifie qu'ils existent depuis l'époque bien antérieure aux dinosaures. En plus de la jungle, il y a aussi de nombreuses rivières dans la grotte. Elles se sont formées à cause de l'eau de pluie qui descendait des trous dans le plafond. Ces rivières sont lisses et rapides, comme des toboggans dans un parc aquatique. Mais les chevaucher n'est pas la meilleure idée, car elles peuvent t'entraîner dans l'un de ces longs labyrinthes dont la grotte est remplie. Et on ne sait toujours pas où ils vont. Tu peux te retrouver dans une autre partie inconnue de la grotte. C'est ce qui s'est passé en 2018. 3 plongeurs ont accidentellement découvert de nouvelles zones à Sondong. La grotte s'est avérée être beaucoup plus grande que tout le monde le pensait. Ils ont plongé dans l'un des lacs de la grotte et ont atteint une profondeur de 78 mètres. Au fond, ils ont trouvé un tunnel indépendant. Les plongeurs ont installé une ligne de pêche avec un plomb et ont découvert que cet endroit atteignait une profondeur de 120 mètres et que le tunnel faisait plus d'1 kilomètre de long. Encore aujourd'hui, la taille exacte du tunnel n'est pas connue. Sondong est également relié à une autre énorme grotte. Il y a beaucoup d'autres choses que tu peux voir à Sondong en plus des labyrinthes et des rivières souterraines. Tu peux trouver des grandes salles avec des lacs et tu peux marcher pendant des heures le long des couloirs sombres de la montagne. Cet endroit est d'une beauté saisissante, mais aussi dangereux. Mais oui, le plus chouette, c'est que tu peux t'y promener. Depuis 2013, la grotte de Sondong est ouverte aux touristes. Mais il ne s'agit pas d'une simple petite balade pour prendre des selfies. L'expédition dans la grotte dure plusieurs jours. Pendant le premier jour et demi, tu exploreras la 3e plus grande grotte du monde. Et seulement après cela, tu atteindras Sondong. Le chemin te fera traverser des rivières, des forêts denses, des montagnes et des rochers. Tu pourras rencontrer de nombreux oiseaux exotiques, des singes et d'autres animaux. Et selon de nombreuses personnes, le chemin vers la grotte est encore plus impressionnant que la grotte elle-même. Une fois arrivé à destination, tu passeras les quelques jours suivants à explorer Sondong. Avec d'autres touristes, des guides professionnels et des porteurs, tu dormiras chaque jour dans des tentes à différents endroits de la grotte. Tu verras des paysages époustouflants et, prépare-toi, des fossiles majestueux vieux de 400 millions d'années. Il y a aussi des salles obscures avec des lacs dans lesquels on peut se baigner. Ces expéditions aventureuses deviennent de plus en plus populaires chaque année. Les personnes qui ont visité la grotte disent que c'est l'endroit le plus étonnant qu'ils aient jamais vu. Une autre grotte incroyable se trouve en Indonésie, sur l'île de Flores. Elle est assez petite, mais renferme des choses surprenantes. En 2003, un groupe de scientifiques a découvert ici des artefacts anciens, notamment des fossiles d'outils primitifs, comme des pierres aiguisées. Les scientifiques ont réalisé qu'il y a des centaines de milliers d'années, cet endroit abritait nos lointains ancêtres. Puis, ils ont trouvé un squelette de femme très inhabituel. Cette femme mesurait seulement 1 mètre. C'est la hauteur du tour de poitrine d'une personne adulte moyenne. Cette femme n'avait pourtant aucun problème avec sa colonne vertébrale ou avec le développement de ses os.
Ce squelette et d'autres trouvés dans la grotte appartenaient à des ancêtres humains inconnus. Les scientifiques ont appelé cette espèce Homo florentiensis, ou simplement Hobbit. Le poids de la femme était compris entre 16 et 35 kg. L'analyse du crâne et des os a montré qu'elle était âgée d'environ 30 ans. Les Hobbits ont vraisemblablement vécu sur Terre il y a entre 190 000 et 50 000 ans. Il est probable qu'ils aient rencontré les ancêtres des humains actuels. La grotte suivante se trouve en Turquie. Imagine que tu vis dans une vieille maison et que tu décides de faire quelques réparations. Tu vires toutes les vieilles affaires des pièces. Le dernier endroit à trier est ton sous-sol. Tu ne l'as pratiquement jamais visité et tu n'as aucune idée de ce qui se cache là. Mais comme il est assez spacieux, tu décides d'en faire une pièce. Tu détruis un mur et tu découvres l'entrée de la grotte. C'est un tunnel qui mène sous terre. Tu traverses la grotte et tu vois une véritable ville souterraine. Ceci est arrivé en Turquie en 1963. Un habitant a découvert un passage secret vers une cité perdue dans sa cave. Environ 20 000 personnes pouvaient y vivre. Il y avait assez d'espace pour du bétail et des réserves de nourriture. Ce n'est pas seulement un labyrinthe de tunnels. Il y a une chapelle, une école, des écuries, des cuisines, des murs et d'autres signes de civilisation. La ville a été construite à l'époque byzantine dans les années 780-1180. Elle n'est pas la seule et est reliée à de nombreux tunnels et villes souterraines qui s'étendent sur plusieurs kilomètres. Terminons notre voyage dans la grotte la plus étrange et la plus effrayante. Nous allons au sud-est de la Roumanie, près de la mer Noire. Ici, sur une large plaine désolée, tu peux trouver un trou. C'est un tunnel qui mène profondément sous terre. L'air à l'intérieur de la grotte a des niveaux élevés de sulfure d'hydrogène et de dioxyde de carbone. Dans des conditions normales, l'air que nous respirons contient environ 20% d'oxygène, mais il n'y en a que 10% ici. Tu ne pourras pas respirer librement sans une bouteille d'oxygène. L'eau et l'air ici sont empoisonnés. Presque aucun animal n'est capable de vivre dans ces conditions. Du moins, ceux que nous connaissons. Et cette grotte est remplie de 48 espèces d'organismes vivants, dont 33 sont de nouvelles espèces inconnues. Les choses rampantes qui vivent ici peuvent t'effrayer, surtout si tu as peur des insectes. D'étranges escargots blancs et des araignées blanches rampent le long des parois. Une espèce inconnue de sangsues et de crevettes transparentes nage dans l'eau. Des mille-pattes blancs avec d'énormes moustaches rampent sur le sol. Ici, tu peux aussi rencontrer une espèce inconnue de scorpion avec un corps blanc transparent qui ne ressemble à aucune autre espèce de scorpion. Rien ici ressemble à des animaux normaux. Toutes les créatures de la grotte sont blanches ou transparentes. Elles n'ont pas d'yeux, mais elles ont de longues pattes et des antennes, des moustaches qui les aident à se déplacer dans l'espace. Les plantes ne peuvent pas vivre ici sans lumière du soleil et sans air pur. Cela signifie que la production d'oxygène est nulle dans cet endroit. Alors, comment ces créatures ont-elles réussi à survivre? La réponse est dans l'eau. La surface du lac et des flaques d'eau ici est couverte d'une mousse qui bouge étrangement. Cette substance est un organisme vivant. Elle est constituée d'1 milliard de bactéries appelées autotrophes. Les plantes ordinaires absorbent le dioxyde de carbone et utilisent la photosynthèse pour produire de l'oxygène. Cette grotte est remplie de dioxyde de carbone. Les autotrophes l'absorbent et sécrètent de minuscules particules de nourriture. Les bactéries se nourrissent de ces particules. Les organismes plus grands se nourrissent ensuite de ces bactéries. Et ainsi de suite. Au final, il y a assez de nourriture pour tout le monde. Ce processus s'appelle la chimiosynthèse. C'est comme la photosynthèse, mais on utilise l'eau au lieu de la lumière du soleil dans les réactions chimiques. Dans cette grotte, l'évolution a créé un système biologique complètement unique, distinct du reste du monde. Vous êtes égaré au plus profond des jungles de la péninsule du Yucatan, au Mexique. Des sons mystérieux résonnent autour de vous, et pour couronner le tout, le crépuscule s'installe peu à peu. Bientôt, vous vous retrouverez seul en plein cœur d'une forêt tropicale inexplorée. Il faut bien admettre qu'entreprendre la quête d'Eldorado en solitaire n'était pas l'idée la plus brillante. Vous continuez d'avancer aussi rapidement que possible, lorsque soudain... Attendez, que distinguez-vous là-bas? Ça ressemble à d'imposants escaliers de pierre. Tout cela n'a rien de naturel, alors vous saisissez votre appareil pour le prendre en photo. Peut-être n'avez-vous pas déniché l'or, mais vous avez peut-être mis au jour une découverte inestimable. Félicitations, vous venez de découvrir Okomtun, une cité maya oubliée depuis des siècles. Dissimulée à une 60aine de kilomètres au cœur de la jungle, son nom se traduit littéralement par « colonne de pierre ». La pierre devait être prisée à l'époque,
car ces bâtisseurs l'ont abondamment employé pour ériger leurs pyramides, leurs habitations et même leurs terrains de jeux de balles. Si vous pensiez que les Européens détenaient l'exclusivité du ballon rond, détrompez-vous. Les Mayas étaient de fervents amateurs de ces jeux, qu'ils pratiquaient pour le plaisir et la compétition. Okontun s'inscrit dans une série d'autres cités mayas autrefois perdues, qui sont désormais redécouvertes grâce aux avancées technologiques actuelles. Nous aborderons les autres dans un moment. La caractéristique la plus étonnante de celle-ci est sans doute son emplacement au milieu de zones marécageuses, ce qui explique pourquoi elle fut construite sur un terrain surélevé. Cette ville, d'une envergure monumentale, s'étendait sur plus de 50 hectares, soit l'équivalent de 90 terrains de football juxtaposés. Les chercheurs ont mis au jour des indices révélant qu'Okontun comptait des pyramides pouvant atteindre 15 mètres de hauteur et qu'elle fut probablement un centre social majeur entre 250 et 1000 après Jésus-Christ. Il s'agit assurément d'un bouleversement majeur. Toutefois, l'exploration des cités mayas disparues remonte déjà au XIXe siècle. Les technologies modernes, telles que l'imagerie LIDAR, permettent aujourd'hui aux archéologues de scruter les forêts denses sans être entravés par la végétation. Cela signifie qu'il n'est plus nécessaire de s'aventurer dans la jungle tropicale au risque de se perdre, comme vous l'avez fait au début de cette vidéo. Le LIDAR fonctionne un peu comme une radiographie. Il projette des faisceaux laser qui détectent les traces de ruines ou de constructions anciennes. D'après Sarah Parcak, une archéologue spécialisée en télédétection spatiale, les images satellitaires ont joué un rôle crucial dans la découverte d'anciennes villes en Amérique du Sud, en Égypte et ailleurs. Elle consacre d'ailleurs la majeure partie de ses journées à analyser minutieusement ces images pour repérer d'éventuelles traces de cités anciennes. Selon elle, les ruines sont souvent enfouies sous la végétation, la terre ou le sable, rendant leur identification particulièrement complexe. Cependant, grâce à ces outils remarquables, les chercheurs ont également découvert d'anciennes chaussées mayas qui parcouraient les anciens territoires de cette civilisation. Admirez donc ces anciens passages. Nous sommes davantage habitués à voir de telles ruines dans des pays du vieux continent. Mais imaginez des routes de 40 mètres de large, blanchies à la chaux, pour guider les voyageurs dans l'obscurité. Les scientifiques ont récemment mis au jour un réseau de plus de 170 km de ces voies, qu'ils estiment antérieures aux premières routes mayas officiellement répertoriées jusqu'à présent. Ces routes, qui traversaient mais parfois des terrains marécageux et étaient même surélevées par endroits, sont aujourd'hui qualifiées de premières super-autoroutes du monde. Bien qu'aucun indice de traction animale n'ait été retrouvé, il est probable que les Mayas les aient utilisées pour se déplacer au sein d'un réseau, pouvant compter jusqu'à 964 peuplements. Construites sous la forme d'une vaste toile d'araignée, ces chaussées, d'après les informations recueillies par les archéologues, servaient à former un système étendu d'échanges économiques et sociaux entre les différentes cités. Cette découverte remet complètement en question l'idée selon laquelle la période préclassique maya, qui remonte à 2000 ans avant notre ère, se limitait à de petits villages tribaux. Imaginez l'ampleur des ressources humaines et l'expertise en ingénierie qu'il a fallu mobiliser pour ériger ces immenses voies blanches. Les archéologues pensent que la construction de ces voies suivait un processus similaire à celui utilisé pour les pyramides, un amalgame de boue et de pierres de carrière, complété par plusieurs couches de calcaire pour leur donner cette teinte éclatante. Assez impressionnant, n'est-ce pas ? Prenons cependant un peu de recul pour mieux comprendre le contexte. Les Mayas représentèrent l'une des plus vastes civilisations précolombiennes des Amériques. Jusqu'à présent, les spécialistes estimaient qu'à son apogée, la civilisation maya comprenait plus de 40 cités, regroupant des millions d'habitants. C'est une population considérable. Leur empire s'étendait de la péninsule mexicaine du Yucatan jusqu'au Guatemala et au Belize, avec une économie fondée principalement sur l'agriculture. Toutefois, la péninsule présentait un environnement particulièrement hostile pour la culture. Les Mayas ont donc dû concevoir des systèmes d'irrigation sophistiqués dans la plupart de leurs cités. Outre la construction de pyramides, de bâtiments cérémoniels et de places, ils ont aussi développé un système astronomique à nul autre pareil. Grâce aux anciennes technologies dont ils disposaient, ils étaient en mesure de prédire avec précision la position de planètes comme Vénus et Mars, ainsi que les dates exactes des éclipses. Si vous n'avez jamais vu d'exemple de cité maya ancienne, voici Tikal. Située au cœur de la jungle guatémaltèque, Tikal est réputée pour avoir été la capitale d'un ancien État maya conquérant. À son apogée, cette ville était aussi influente que des métropoles comme Londres ou New York le sont aujourd'hui. Elle est composée d'un ensemble de monuments complexes,
dont l'Acropole Nord, l'un des plus anciens de Tikal. Façonnée exclusivement par des mains humaines vers 350 avant notre ère, elle servait de sépulture aux rois et aux dignitaires. Les monuments, pouvant atteindre jusqu'à 60 mètres de hauteur, étaient autrefois ornés d'une splendide peinture rouge, une couleur chère aux Mayas. Mais de nos jours, il ne reste que la pierre calcaire exposée. Chichén Itzá, quant à elle, abrite l'une des pyramides les mieux conservées au monde. Située dans l'état du Yucatan, cette ville maya remonte à plus de 1500 ans. À son apogée, elle comptait environ 35 000 habitants et s'étendait sur une superficie de 10 km². Le site est dominé par El Castillo, un majestueux temple pyramidal de 24 mètres de haut. Ce qui le distingue particulièrement, ce sont les 91 marches de chacune de ses 4 faces qui, en y ajoutant la plateforme supérieure, totalise 365 marches, correspondant au nombre de jours de l'année solaire. Il est évident que c'était une civilisation de grande ampleur, n'est-ce pas? C'est d'ailleurs pour cette raison que le mystère de son déclin reste si difficile à élucider. Les indices relatant l'effondrement de cet empire autrefois puissant sont rares. Quelle en aurait été la cause? Une sécheresse dévastatrice peut-être? Des recherches menées en 2017 ont apporté quelques éléments nouveaux susceptibles d'éclaircir ce mystère. À partir des données recueillies sur le site de Ceibal, au sud-ouest de Tikal, les chercheurs ont examiné les résultats des analyses de radiocarbone, ainsi que les découvertes issues des fouilles archéologiques et des céramiques, pour obtenir de nouvelles informations sur le déclin inattendu de cette grande civilisation. Les résultats indiquent que les Mayas n'ont probablement pas subi un effondrement soudain, mais plutôt une série de vagues d'instabilité sociale et de crises politiques. Ces bouleversements auraient entraîné la dégradation des centres urbains et amorcé la dispersion de la population maya. Il reste néanmoins difficile de déterminer avec précision les causes exactes de ce déclin. Cela dit, de récentes découvertes apportent un éclairage important sur l'histoire de l'humanité, touchant non seulement l'Empire maya, mais aussi d'autres civilisations disparues d'Amérique du Sud. Une découverte majeure au Brésil, réalisée grâce à l'imagerie satellitaire, suscite également la stupeur des scientifiques. Des images prises à proximité du rio Xingu, dans la région amazonienne, suggèrent que des villes peuplées de millions de personnes auraient pu exister au cœur de la jungle, bien avant l'émergence de notre civilisation moderne. Si cela ne vous surprend pas, difficile de dire ce qui le ferait. Des images satellites ont également révélé un réseau de tranchées datant de 200 à 1200 après Jésus-Christ, au sein de la forêt bolivienne. Ces traces suggèrent la présence de communautés pouvant abriter environ 60 000 personnes au cœur de la jungle. Lorsque des chercheurs de l'Université de Floride se sont rendus sur le terrain pour vérifier les données satellitaires, ils ont eu la surprise de découvrir plusieurs monticules, accompagnés de fossés et de géoglyphes. Les archéologues ont aussi mis au jour des vestiges de murs soigneusement élaborés, organisés autour de places et rappelant les constructions typiques des anciens Mayas. Cette demeure confortable avec vue magnifique sur la mer Méditerranée fera un parfait abri contre la pluie. Voilà à quoi aurait pu ressembler une annonce immobilière pour l'homme de Néandertal il y a 100 000 ans. Tu vas aujourd'hui découvrir des grottes étranges et merveilleuses dans lesquelles tu pourrais vivre, ou pas. Bien sûr, à l'époque, ni l'immobilier ni la publicité n'avaient encore été inventés, sans parler du fait que les Néandertaliens ne savaient pas construire de maisons et vivaient souvent dans des grottes. Pourtant, l'une de ces grottes ressemble énormément à un immeuble d'habitation. Elle est située à l'intérieur d'un haut monolithe calcaire, connu comme étant le rocher de Gibraltar. Si les Néandertaliens avaient possédé une économie, les grottes à l'intérieur de ce rocher auraient certainement coûté une fortune. Des marins l'ont découverte en 1907, tout simplement en remarquant un grand trou à l'intérieur de l'imposant rocher. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont étudié cet endroit et ils y ont trouvé des traces de Néandertaliens. Ils ont découvert des outils anciens dans la grotte ainsi que des ossements d'animaux. Mais le plus cool, c'est qu'ils ont trouvé pas moins de 4 grottes à l'intérieur du rocher. C'était comme un petit complexe résidentiel. Les Néandertaliens vivaient aux côtés de leurs voisins et s'entraidaient pour la chasse et la pêche. Ils décoraient leur demeure de plumes et dessinaient des formes abstraites sur les murs. Imagine-toi que ces anciens hominidés passaient leur temps dans ces grottes il y a 100 000 ans. Et maintenant, ce sont les scientifiques qui passent tout leur temps à étudier en détail la vie de l'homme de Néandertal. Fin 2021, des archéologues ont découvert un trou ouvrant sur un tunnel à l'intérieur de l'une des grottes.
Ils se sont glissés dans cette ouverture et ont dégagé un espace jusqu'alors inconnu sous le plafond de la grotte. Cet endroit était inaccessible depuis plus de 40 000 ans et il semble que cet était l'un des appartements les plus prestigieux de tout le complexe de la montagne. Il possède de hauts plafonds couverts d'anciennes stalactites. Des rideaux de pierre effondrés divisaient l'appartement en plusieurs pièces. Ces scientifiques ont aussi trouvé des restes d'animaux ainsi que des marques de griffes sur les murs. Il semble que les Néandertaliens n'aient jamais vécu ici, mais ils avaient l'habitude de visiter cet endroit. Les archéologues y ont également trouvé la coquille d'un escargot de mer appelé Nucella lapillus, ou pourpre de l'Atlantique. Un Néandertalien l'aurait apporté dans ce lieu pour une raison qu'on ignore. Mais les principaux propriétaires de cet endroit étaient les hyènes. Ces grottes montrent que les Néandertaliens étaient plus proches des humains que des singes. Ils avaient un mode de vie et même quelques coutumes propres. Il reste encore beaucoup de travail et les scientifiques espèrent faire de nouvelles découvertes à l'intérieur de ce rocher. Entre-temps, en 2003, des archéologues ont découvert une autre habitation ancienne sur l'île de Flores, en Indonésie. Au cœur de la jungle verdoyante, ils ont trouvé une grotte abritant des outils anciens. Au début, tout le monde a pensé que nos ancêtres humains avaient vécu ici. Mais peu après, les scientifiques sont tombés sur un étrange squelette d'adulte. Une analyse approfondie a montré que le squelette appartenait à une femme de 30 ans mesurant 1 mètre, soit à peine un peu plus que la moitié d'un adulte moyen. Le poids de la femme était égal à celui d'un berger allemand adulte. Le squelette n'appartenait ni aux Néandertaliens ni aux Australopithèques. Il s'agissait d'une nouvelle espèce inconnue que les scientifiques ont baptisée Homo floresiensis et surnommée le Hobbit. Il y avait aussi des restes d'animaux anciens encore jamais vus dans la grotte. Il y avait un éléphant de la taille d'une vache, de grandes cigognes et des rats géants. Les archéologues ont découvert que les hobbits n'étaient pas les propriétaires de cet endroit. Les principaux habitants étaient des rats gros comme des chats. Ils se battaient peut-être comme les hobbits d'ailleurs. Des analyses ont démontré que l'Homo floresiensis n'était pas notre ancêtre direct. Il fait partie d'une branche distincte de l'évolution. Le squelette des hobbits ressemble davantage à celui d'un singe qu'à celui d'un humain moderne. En 2009, dans la jungle luxuriante du Vietnam, des archéologues ont découvert la grotte Hang Son Doong, la plus vaste du monde. Si tu entres dans cette grotte et que tu cries, tu entendras ton écho pendant longtemps. À certains endroits, la hauteur de cette grotte atteint la moitié de la hauteur de l'Empire State Building. Et sa superficie totale est plus grande qu'un pâté de maison du centre de New York. Hang Son Doong est l'une des 3 grottes de la jungle vietnamienne. De nombreux labyrinthes relient ces grottes. À l'intérieur, tu peux trouver des plantes et des arbres uniques qui vivent complètement coupés du monde extérieur. C'est une véritable jungle souterraine. À certains endroits, on trouve des plafonds effondrés qui laissent entrer la lumière du soleil. En plus de la flore peu commune, tu y verras de très anciennes stalactites. Certains dépôts de calcaire ont plus de 450 millions d'années. Ils étaient là avant même l'apparition des dinosaures. Il y a aussi de nombreuses rivières dans la grotte. L'eau de pluie qui y tombe par les trous des plafonds les a formées au cours des siècles. Ces ruisseaux rapides ressemblent aux toboggans d'un parc aquatique. Ils conduisent à des labyrinthes souterrains que personne n'a encore vus. Les scientifiques n'ont étudié qu'une petite partie de toutes ces grottes. La grotte suivante, elle aussi des plus étranges, se trouve en Nouvelle-Zélande. Des centaines de milliers de lucioles vivent à l'intérieur. Chacune d'entre elles brille d'une lumière bleutée. Ensemble, elles illuminent la grotte. Tu auras peut-être l'impression d'être sur une autre planète, mais tu ne pourras pas rester très longtemps. Il y a partout des appareils pour mesurer l'air. Les scientifiques veillent à ne pas excéder le niveau de dioxyde de carbone nécessaire à l'existence des lucioles. Ces insectes sont très sensibles à l'environnement. S'il y a trop de monde dans la grotte, ou si les gens restent trop longtemps, le personnel du parc leur demandera de quitter les lieux. C'est comme si tu volais l'oxygène des lucioles. Nous avons donc vu quelques grottes plutôt étonnantes. Mais que dirais-tu d'une grotte effrayante ? Nous allons pour cela dans le désert de la province d'Al-Mara, au Yémen. Ce que nous cherchons n'est pas une grotte, c'est juste un trou noir dans le sol, en plein milieu du désert. Il est grand, de la taille d'un terrain de basket. Ce n'est pas sa taille qui est effrayante à vrai dire, mais ce qui se trouve à l'intérieur. Les scientifiques ne sont toujours pas sûrs de ce que c'est. Des profondeurs de ce gouffre noir, une odeur dégoûtante d'œufs pourris se dégage constamment. Et parfois, on peut entendre des sons étranges et terrifiants. La noirceur du trou géant du Yémen absorbe tous les rayons du soleil.
Tu ne verras donc pas ce qu'il peut y avoir à l'intérieur, même avec une puissante lampe de poche. Des gens ont survolé cet endroit en hélicoptère. Ils l'ont filmé à l'aide de drones et des puissants objectifs, mais ils n'ont rien pu immortaliser, si ce n'est l'obscurité totale. On dirait une énorme tache d'encre au milieu du sable doré. Les habitants même ont peur de s'approcher de cet endroit. Ils pensent que la grotte conduit vers une autre dimension où vivent des créatures maléfiques. Pour l'instant, le trou du Yémen est l'un des phénomènes les plus mal étudiés et les plus mystérieux de notre monde naturel. Comment est-il apparu? Depuis quand existe-t-il? Où mène-t-il? Nos scientifiques tentent de trouver des réponses à ces questions. Selon certaines théories, le trou serait apparu à cause de travaux de construction. Des géologues auraient foré le sol à proximité à la recherche de minéraux. Cela aurait provoqué des mouvements dans la croûte terrestre et causé l'effondrement de la surface. Mais personne ne peut prouver cette théorie. Tout au moins, pas encore. Et maintenant, imagine un endroit où la lumière du soleil n'a pas pénétré depuis plus de 5 millions d'années. Il y a peu d'oxygène dans cet endroit qui est froid et humide. Pourtant, la vie y a quand même fait irruption, pas seulement sous la forme de microbes et de bactéries, mais aussi de créatures plus grandes. Les conditions de vie dans cette grotte sont très différentes des conditions que l'on connaît. Alors, dans un sens, cette grotte est un peu comme une autre planète. Il s'agit de la grotte de Movile, située dans le sud-est de la Roumanie, près de la mer Noire. Son entrée est un petit trou dans le sol. À l'intérieur, un tunnel mène profondément sous la surface. Les niveaux de sulfure d'hydrogène et de dioxyde de carbone y sont supérieurs à la normale. L'air ici contient moitié moins d'oxygène qu'à la surface. Il est donc impossible pour les humains d'y demeurer sans bouteille d'oxygène. Mais les animaux qui vivent là se portent très bien. Cette grotte abrite 48 espèces d'organismes vivants. 33 d'entre elles nous sont encore inconnues. Ici, tu rencontreras des insectes extraordinaires, des escargots blancs et des araignées blanches elles aussi, des mille-pattes avec d'énormes moustaches, des crevettes transparentes et des espèces uniques de sangsues. Tous vivent dans ce lieu grâce aux petits organismes autotrophes. Ils absorbent le dioxyde de carbone et libèrent des particules de nourriture. Les bactéries s'en nourrissent, d'autres organismes plus grands se nourrissent de ces bactéries, et d'autres organismes plus gros encore mangent les plus petits. Au final, tout le monde se nourrit. Dans cette grotte, l'évolution a créé un système biologique complètement séparé du reste du monde. Les scientifiques font chaque jour des découvertes qui changent le monde, mais même eux peuvent être confrontés à des mystères insolvables. Voici 10 choses qui ont pu déconcerter les chercheurs. Imagine que tu entendes constamment un bourdonnement à basse fréquence et que personne ne puisse en définir la source. Environ 4% de la population mondiale affirme entendre le hum. C'est un son sans lien avec la région où il se produit. Et on veut dire par là que des gens du monde entier l'entendent, de sorte que l'on parle parfois du hum de Taos ou de celui d'Auckland en fonction de la région où il se fait entendre. Ce son se situe juste au seuil de l'ouïe humaine. Les gens disent l'entendre moins lorsqu'ils se trouvent en extérieur, alors qu'il devient plus fort à l'intérieur, et particulièrement la nuit. Ce qui est encore plus effrayant, c'est que tu ne peux plus t'empêcher de l'entendre une fois que tu l'as perçu. Certains affirment que le phénomène aurait commencé à Londres à l'époque de Charles Dickens, l'auteur d'Oliver Twist, et que ce son de basse fréquence proviendrait en fait de la clameur populaire. Ou pas. Les premiers cas ont été enregistrés à Bristol, au Royaume-Uni, et remontent au milieu des années 1970. Les scientifiques ont diverses théories concernant l'origine du hum et sur la raison pour laquelle seules certaines personnes peuvent l'entendre. Pour autant, ils n'ont pas encore de réponse claire. Il pourrait se produire lorsque les vagues se déplacent le long du plancher océanique et font trembler la Terre lorsqu'elles entrent en collision avec les plateaux continentaux. Ou bien il pourrait se produire en raison des éruptions volcaniques et des tremblements de terre. Oh, et que dire des signaux radio à ultra basse fréquence utilisés pour communiquer avec les sous-marins ou même de la 5G. L'upsweep est un autre type de son non identifié. Il a été détecté en 1991 dans l'océan Pacifique et ce son est suffisamment aigu pour être enregistré à travers tout l'océan. Les scientifiques entretiennent l'hypothèse que ce son pourrait être lié à l'activité volcanique sous-marine. Il est intéressant de noter que son volume a diminué par rapport au niveau qu'il avait lors de sa première découverte, mais on peut toujours bel et bien le détecter. De plus, il observe un rythme saisonnier et atteint son volume le plus élevé au printemps et à l'automne. Est-ce lié au changement de saison? Personne ne le sait vraiment.
Le mystère suivant consiste en un monument de forme conique trouvé dans la mer de Galilée, en Israël. Cette structure sous-marine a été découverte accidentellement par balayage sonar en 2003, mais ses résultats n'ont été publiés qu'en 2013. Le monument pèserait près de 60 000 tonnes et a été submergé par la montée des eaux il y a bien longtemps. Les archéologues demeurent perplexes devant cette découverte, parce qu'ils ne parviennent pas à déterminer son origine, pas plus que sa fonction. Ainsi, cette structure immense et singulière demeure un mystère. Passons à Göbekli Tepe en Turquie. Ce lieu présente l'un des sites les plus importants du monde sur le plan archéologique. Pourquoi une telle importance ? Eh bien parce qu'il recèle d'imposantes pierres sculptées vieilles d'environ 11 000 ans. Pour mettre les choses en perspective, c'est environ 6 000 ans plus ancien que Stonehenge. D'anciennes peuplades ont érigé ces pierres avant même de commencer à maîtriser la métallurgie, l'agriculture ou la poterie. La seule existence de cet endroit va donc à l'encontre de la chronologie des civilisations telles que nous la connaissons, à savoir celle où les gens cultivent d'abord et construisent ensuite. Apparemment, ce n'était pas le cas ici. Quoi qu'il en soit, une question se pose. Quelle était la fonction de ce site ? A-t-il été conçu pour vénérer des forces surnaturelles ? En effet, les archéologues pensent qu'il pourrait s'agir du plus vieux temple au monde. Paléodiction Nodosum. Oui, je sais que ça ressemble à une formule magique. Il s'agit en fait d'un fossile vivant trouvé au fond de l'océan. Une créature fabrique bien ses terriers hexagonaux, c'est certain. Pourtant, les scientifiques ne parviennent toujours pas à en identifier l'artiste. Qu'entendons-nous par fossile vivant ? Eh bien, Paléodiction Nodosum est une créature dont on pense qu'elle produit un type de terrier presque identique aux fossiles de Paléodiction. Est-ce une sorte de ver qui les a creusés ? Les chercheurs l'ignorent. Une chose est sûre, il ne s'agit pas d'un phénomène aléatoire créé par des mouvements géologiques. En parlant de fossiles, jette donc un coup d'œil à ce géant. On le surnomme officieusement Godzillus. Il a été découvert en 2011 par un paléontologue amateur, un scientifique étudiant l'histoire de la vie terrestre en analysant notamment des traces fossiles. Mais revenons à Godzillus. Il mesure près de 2 mètres de long pour 3 mètres de hauteur. Ce fossile est vieux de 450 millions d'années et provient de l'époque où la région de Cincinnati était encore sous les eaux. Il pourrait s'agir d'un tapis d'algues fossilisé, mais certains scientifiques sont d'un avis différent. Voici un immense tunnel découvert en Amérique du Sud. Il serait vieux d'au moins 8 à 10 000 ans. Au début, les chercheurs ont commencé par découvrir quelques terriers colossaux. Ils étaient aussi vastes que soigneusement construits. Les géologues étaient stupéfaits, n'ayant encore jamais vu de telles structures auparavant. Aucun processus géologique connu ne permet d'expliquer leur formation. Les chercheurs connaissent d'ailleurs l'existence de ces terriers depuis les années 1930. Mais à l'époque, ils pensaient que ces tunnels avaient été creusés par des hommes préhistoriques, jusqu'à ce qu'ils découvrent d'énormes traces de griffes sur les murs et au plafond. Ils ont alors pensé que des espèces aujourd'hui disparues pourraient être à l'origine de ces marques. Et de nombreux géologues croient fermement être tombés sur des terriers de paresseux géants ou de tatous. Cette structure serait donc le plus grand terrier connu de l'ère paléolithique en Amazonie. Pourtant, les experts se posent de nombreuses questions. Comment se fait-il qu'une structure aussi soignée ait pu se former naturellement ? Un chercheur a ensuite découvert une autre grotte étrange. Celle-ci se trouvait à des centaines de kilomètres de l'immense tunnel. Avance rapide. On compte maintenant plus de 1500 terriers de l'ère paléolithique découverts au Brésil. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que certaines de ces grottes sont connectées à des tunnels qui mènent parfois à des chambres. Enchaînons avec un phénomène naturel. Et si on te disait que chaque année, surtout en octobre, des boules de feu apparaissent sur le Mékong en Thaïlande ? Selon la légende, les boules de feu des Nagas seraient un appel au retour de Bouddha sur Terre. Et ce sont les serpents du fleuve qui lanceraient ces appels. Il s'agit d'un mythe, mais qu'en dit la science ? Est-ce lié à un gaz inflammable ? Il n'y a pas encore de consensus à ce sujet. Ces boules de feu semblent s'élever des eaux et peuvent atteindre une hauteur de près de 300 mètres. Elles s'apparentent à des feux d'artifice, disparaissent très rapidement et scintillent généralement d'une couleur orange ou rougeâtre. Mentionnons aussi quelques légendes au passage. Pourquoi pas après tout ? Elles peuvent être passionnantes. Et il serait dommage d'omettre celle qui concerne la cité perdue de l'Atlantide. Comme tu le sais sûrement, la légende voudrait que l'Atlantide ait été submergée par l'océan il y a environ 11 000 ans.
Depuis, scientifiques, mais aussi chasseurs de trésors et autres philosophes sont à la recherche de ce monde perdu. La route de Bimini pourrait-elle en être la trace ? En 1968, un plongeur a retrouvé d'étranges pierres au large des côtes de l'île de Bimini Nord, aux Bahamas. Ces pierres semblent avoir été fabriquées par l'homme. On dirait qu'elles ont été espacées de façon régulière et posées en rang ordonné. Les scientifiques ont été déconcertés, mais pas pour longtemps. La datation au carbone de ces blocs a révélé que des forces géologiques avaient créé cette route naturellement. Il n'y avait pas de marque d'outils ou de signes indiquant que les blocs avaient été empilés les uns sur les autres. Les recherches se poursuivent, mais les scientifiques pensent en général que ces blocs ont été créés par l'érosion. Je suppose que le scoop de l'Atlantide n'est pas pour demain. Imagine, tu te promènes sur la plage et tu vois des dizaines de pieuvres passer devant toi. En 2017, un groupe de personnes au Pays de Galles a précisément assisté à cela. Pourquoi ces créatures sont-elles sorties de l'océan ? Personne ne connaît la réponse. Le groupe a rapporté avoir vu 20 à 30 pieuvres ramper sur le sable. Ils ont bien cherché quelques signes de blessures chez elles, mais n'ont rien trouvé. Pour finir, ils ont déclaré avoir rejeté ces animaux à la mer. Il est intéressant de noter que les pieuvres ont continué à ramper sur le rivage jusque dans la nuit. Les experts disent qu'il est difficile d'être sûr de la raison qui a pu pousser ces mollusques sur la plage sans procéder à un examen physique. Ils spéculent encore sur la raison de ce phénomène rare et singulier. S'agirait-il d'une surpopulation de pieuvres ? Une autre étude souligne que plus les pêcheurs s'attaquent aux grands animaux qui se nourrissent de ces pieuvres, plus leur population augmente. C'est peut-être pour cela que ces dernières n'ont d'autre choix que d'aller plus loin pour trouver de la nourriture ou un abri. Mais sans recherches approfondies, il n'y a là que des théories. Il y a aussi beaucoup de choses que nous ignorons encore sur l'espace. Voici donc une info bonus sur la source jaunâtre de toute vie dans notre système solaire. Les scientifiques ont découvert un nouveau type d'onde à l'intérieur du Soleil. Ces ondes se déplacent dans une direction opposée à sa rotation. De plus, elles se déplacent très rapidement, si rapidement que cela dépasse l'entendement. Les chercheurs ont différentes théories concernant la fonction de ces ondes. S'ils découvrent leur rôle, cela pourrait leur permettre de mieux comprendre les processus qui se déroulent à l'intérieur de notre astre. À un moment donné de sa longue et très intéressante histoire, notre chère planète Terre était en train de roupiller tranquillement, faisant son petit bonhomme de chemin, tournant autour du Soleil. Et puis, bam, la vie commence à s'emballer. Les plantes et les animaux se mettent à se pavaner, dévoilant toute leur complexité. Un peu plus tard, il y a environ 65 millions d'années pour être exact, une catastrophe cosmique se produit. C'est du moins ce que nous supposons. Un astéroïde s'est probablement écrasé sur la Terre, anéantissant les dinosaures et un tas d'autres grands animaux. Nous n'avons pas beaucoup plus de détails sur l'astéroïde en question. Mais nous savons qu'il était extrêmement massif et qu'il s'est écrasé sur notre précieuse planète, créant un chaos poussiéreux qui s'est répandu partout. Aujourd'hui encore, on trouve des vestiges de cette couche de poussière dans les roches sédimentaires. Si tu creuses en dessous, tu y découvriras tout un tas de fossiles. Ces créatures préhistoriques menaient la grande vie avant que l'astéroïde ne vienne gâcher la fête. Imagine que la planète fasse le ménage, laissant un tas d'espaces vides qui n'attendent que d'être remplis. Et devine qui a profité de l'occasion ? Les mammifères pardis. Ces petites créatures à fourrure se sont faites connaître. Mais comment se fait-il que cette catastrophe ait été une si belle opportunité pour eux ? C'est assez simple, en fait. En l'absence de persécuteurs, ils ont grandi, se sont multipliés et ont vu leur population s'étendre. Toutes sortes de mammifères se sont joints à eux pour combler les vides. Primates, rongeurs, bref, toute la bande à fourrure. Nous parlons ici de mammifères placentaires, de marsupiaux et même de mammifères pondant des œufs, ce qui ajoute une sérieuse touche de variété au mélange. Nous aimons considérer les primates comme nos plus proches parents sur Terre. Quelle est leur histoire ? Il y a environ 63 millions d'années, quelques millions d'années après la dernière danse des dinosaures, les primates ont décidé qu'il était temps de se réunir en famille. Ils se sont divisés en deux groupes. Les haplorhiniens, qui sont devenus les petits et les grands singes que nous connaissons aujourd'hui, et les strepsirrhiniens, qui sont devenus les lémuriens et les aïe-aïe. La fête ne s'est pas arrêtée là. Il y a environ 58 millions d'années, les haplorhiniens ont entamé leur propre petite mission. Un invité spécial, le tarsier, a fait son entrée en scène.
avec ses grands yeux parfaits pour toutes sortes de manigances nocturnes. Le tarsier a choisi un chemin différent de celui de ses parents primates, embrassant sa niche unique et évoluant à l'écart. Aujourd'hui encore, le tarsier est le seul primate à se nourrir exclusivement de viande. Ces petits bonshommes ont un goût prononcé pour les insectes, les petits oiseaux, les rongeurs et même les lézards. Mais ce n'est pas tout ce qui les rend uniques. Leurs yeux sont 2 fois plus grands que leur cerveau. Leur tête peut aussi effectuer une pirouette de 180 degrés, comme un hibou. Grâce à leurs caractéristiques, les tarsiers sont les véritables rois et reines de la nuit. Grâce à leur super pouvoir de repérage des ultrasons, ils peuvent détecter leur proie instantanément. De plus, leurs pattes et leurs pieds sont tels des ressorts, toujours prêts à les faire bondir. Ils possèdent un os spécial de la cheville, le tarse, qui leur permet d'effectuer des sauts de proportions épiques. D'où leur nom, si tu te posais la question. Mais laissons ces petites créatures se reposer et revenons à notre histoire. Il y a environ 55 millions d'années, la Terre a monté le thermostat littéralement. Cette chaleur s'est avérée un peu trop difficile à supporter pour de nombreuses créatures et plantes des profondeurs de l'océan, et elles ont tiré leur révérence. Mais chaque fin est toujours le commencement d'autre chose, n'est-ce pas? Les mammifères océaniques connus sous le nom de cétacés y ont vu leur chance et l'ont saisi. Ils se sont engouffrés dans ces niches vides et se sont rendus maîtres des mers. Dans cette catégorie de créatures, on retrouve la baleine bleue et le dauphin. Un primate particulier a fait son apparition il y a environ 47 millions d'années. Les scientifiques appellent aujourd'hui affectueusement le fossile de cette créature Ida. Cette petite merveille a fait sensation, car elle a d'abord été présentée comme le chaînon manquant de l'évolution humaine. Mais voici la partie la plus hilarante. Il s'est avéré qu'Ida ne faisait pas partie des haplorhiniens à nez sec, mais plutôt des strepsirhiniens à nez humide. Il y a 40 millions d'années, un autre événement majeur s'est produit dans le monde des primates. Les singes du Nouveau Monde, nos lointains cousins, ont décidé d'emprunter un chemin différent et de se détacher de notre lignée de singes de l'Ancien Monde. Ils ont pris leurs affaires et sont partis à la conquête de l'Amérique du Sud, où ils vivent encore aujourd'hui. Quelle est la différence entre les deux, me diras-tu? Eh bien, un élément crucial les distingue. Les singes de l'Ancien Monde avaient les narines orientées vers le bas. Il y a environ 25 millions d'années, une autre bande de singes est entrée en scène. Ceux-ci avaient une particularité, ils n'avaient pas de queue. Ces créatures uniques allaient redevenir nos plus proches parents. Il s'agit des singes et des grands singes, des mecs cool qui partagent avec nous un grand nombre de similitudes génétiques. Le premier singe à s'être libéré de cette folie simiesque est le gibbon. Il y a environ 18 millions d'années que ce petit acrobate a fait son entrée sur scène. Quelques millions d'années plus tard, les grands singes se sont également joints à eux. Les orang-outans auront été les pionniers, s'aventurant dans les régions sauvages du sud de l'Asie. Nous nous rapprochons de plus en plus du présent. Il y a 7 millions d'années, les grands singes ont pris un tournant significatif sur la route de l'évolution. L'une des voies menait à nos ancêtres, les futurs Homo sapiens, tandis que l'autre conduirait aux chimpanzés et aux bonobos. Ces 2 branches de primates sont restées soudées pendant quelques millions d'années avant de prendre des chemins différents. Il y a 5 ou 6 millions d'années, un singe a changé la donne. L'Ardipithèque a fait son entrée dans l'histoire de notre évolution. Il possédait un talent très particulier, la bipédie. En effet, il s'agissait là de l'un des premiers singes à marcher sur 2 pieds, ce qui a probablement suscité la plus grande circonspection de la part de 16 compagnons primates. Les véritables vedettes, cependant, sont arrivées il y a environ 4 millions d'années. C'est l'équipe des Australopithèques, les premiers membres de la sous-tribu des Hominina, notre tribu à nous. Qu'est-ce qui les rendait si spéciaux? Eh bien, probablement le fait qu'ils soient venus aussi bien équipés, d'outils en pierre, pour être précis. Il semble qu'à un moment donné de leur évolution, ces astucieux primates aient commencé à utiliser la pierre pour se faciliter la vie. Maintenant, voici un tournant crucial de notre l'histoire. Il y a environ 2 millions d'années, nos ancêtres ont été confrontés à une famine de grande ampleur. La survie du plus fort était alors le mot d'ordre, et 2 stratégies ont vu le jour. Le premier groupe a opté pour des mâchoires plus puissantes, ce qui lui a permis de mâcher des aliments coriaces comme les noix. Le second groupe a eu une toute autre idée. Il a opté pour des mâchoires plus faibles, mais des cerveaux plus gros. Il voulait avoir accès à une plus grande variété d'aliments. Évidemment,
c'est le groupe au cerveau le plus développé qui l'a emporté. Et c'est là que notre équipe entre en jeu. Il y a environ 2,5 millions d'années, un type de primate surnommé l'homme habile a marqué l'histoire. Ces créatures intelligentes avaient un plus gros cerveau et savaient comment utiliser ces neurones à bon escient. Puis, il y a environ 1,9 million d'années, une nouvelle étoile est apparue au firmament, l'Homo erectus. Ces créatures ne se contentèrent pas de marcher debout. Elles avaient aussi un cerveau presque 2 fois plus gros que celui de l'Homo habilis d'antan. Ils ont pris le monde par surprise, en devenant les premiers de nos ancêtres à s'aventurer hors du continent africain. Ils savaient même apprivoiser le feu. Il y a environ 700 000 ans, le monde a ensuite connu une révolution culinaire, lorsque les premières traces de cuisine sont apparues. Et il y a environ 500 000 ans, nos ancêtres ont décidé qu'il était temps de devenir esclaves de la mode en arborant les premières traces de vêtements. Notre propre espèce est née il y a seulement 300 000 ans. Je t'avais bien dit qu'on était à la traîne. Mais le monde n'a plus jamais été le même après l'apparition de l'Homo sapiens, l'homme moderne sur le plan anatomique. Aux côtés d'autres membres de notre famille, nous avons émergé, prêts à conquérir le monde avec nos esprits novateurs et nos sociétés complexes. Le cheminement exact de notre évolution reste un peu mystérieux. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que les Néandertaliens se sont joints à la fête à un moment ou à un autre. L'essor de l'Homo sapiens s'est accompagné d'un développement des capacités linguistiques. Le langage moderne serait apparu presque en même temps que notre espèce. Nous avons commencé à nous exprimer, à partager des histoires et à façonner le monde avec nos mots. Et voilà le travail. Il aura fallu 13,8 milliards d'années d'histoire cosmique pour que les humains fassent leur entrée. Réfléchis-y. 99% du temps écoulé depuis le Big Bang, nous n'étions même pas là. Notre espèce, l'Homo sapiens, est la petite dernière de la famille Terre et n'existe que depuis une infime partie du temps alloué à l'univers. Pourtant, en un clin d'œil, nous avons réussi à démêler toute l'histoire qui nous a menés à notre propre existence. L'histoire ne s'arrêtera pas avec nous. C'est une saga en cours qui s'écrit à chaque instant. Le 30 octobre 1759, les habitants du Moyen-Orient ont été réveillés en sursaut par un tremblement de terre. Des fissures sont apparues sur les murs de leur maison, les toits ont commencé à s'effondrer. Les gens sont sortis en courant de leur maison et se sont rassemblés dans des zones dégagées. Mais à cause des fortes secousses, ils continuaient à perdre pied et à tomber. Un mois plus tard, un autre tremblement de terre s'est produit qui s'est avéré être encore plus fort. Des arbres ont été brisés, des maisons se sont effondrées, des fissures profondes sont apparues dans le sol. La catastrophe a duré 2 minutes. Des oasis, des routes et des villes ont été détruites. Miraculeusement, les anciens bâtiments de Baalbek ont résisté au tremblement de terre. Certains historiens affirment que ce lieu majestueux et mystérieux a été construit sous l'Empire romain. Mais de nombreux chercheurs ne sont pas d'accord. Quelle que soit la vérité, la ville est l'un des principaux mystères archéologiques de l'humanité. Le bâtiment le plus étonnant de Baalbek est le temple de Jupiter. Les habitants de l'Empire romain croyaient que Jupiter détenait le pouvoir sur la foudre et le tonnerre. Le bâtiment ressemblait à une plateforme avec 54 colonnes sur lesquelles reposait un toit massif. Aujourd'hui, on ne peut plus voir que 6 colonnes de 20 mètres de haut. Chacune d'entre elles est composée de 3 sections et ressemble à un crayon. Les mines de ces crayons ont été construites en plomb, ce qui a rendu les colonnes exceptionnellement solides. Chacun de ces morceaux de pierre pesait la somme incroyable de 80 tonnes. C'est le poids de 35 SUV Ford Explorer. Voici le plus grand bloc de la Grande Pyramide de Gizeh. Mais comparé au bloc de Baalbek, il ne semble même pas si impressionnant. Les fondations sous le temple de Jupiter ont été préservées. C'est ainsi que les spécialistes ont découvert qu'il était composé d'environ 25 pierres monolithiques pesant 450 tonnes chacune. Cela signifie que les blocs de Baalbek pèsent presque 4 fois plus que les blocs d'Égypte. Il y a 3 autres énormes blocs de calcaire dans les fondations, pesant chacun 800 tonnes. C'est plus de 2 fois le poids d'un avion Boeing 747. Les anciens bâtisseurs ont dû avoir du mal à sculpter de tels géants dans un morceau de pierre. Et après cela, ils ont aussi dû les tirer jusqu'au site de construction et les soulever à une hauteur importante. Répéter cette logistique serait probablement un cauchemar pour les constructeurs d'aujourd'hui. Pour réaliser une telle quantité de travail, ils auraient besoin d'un équipement moderne. Mais les constructeurs de Baalbek n'avaient pas de camions, de grues avec des scies circulaires ou d'électricité. Comment les bâtisseurs du passé ont-ils réussi à faire cela ?
Les scientifiques ont une théorie qui inclut des cordes, des treuils et des systèmes de levier. Naturellement, les ingénieurs du passé ont fabriqué tous ces gadgets en bois. À environ 900 mètres des ruines du complexe du temple se trouve une carrière. Les archéologues supposent que c'est là que les pierres de la construction ont été taillées. Ils y ont trouvé un bloc de calcaire qui semblait être trop grand, même pour cet endroit incroyable. Le monolithe a été baptisé la Pierre du Sud. Il mesurait 20 mètres de long sur 4 mètres de large. Les anciens bâtisseurs n'ont pas eu le temps de le séparer complètement de sa roche-mère. Un groupe de scientifiques autrichiens a estimé que ce morceau de calcaire pesait plus de 1000 tonnes, soit l'équivalent de 3 avions Boeing ou 160 éléphants d'Afrique. Une autre surprise attendait les archéologues près de la Pierre du Sud. C'était un deuxième monolithe pesant plus de 1200 tonnes. Mais les anciens bâtisseurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué à travailler. En 2014, dans la même carrière, des archéologues allemands ont déterré un bloc qui pesait 1650 tonnes. Personne n'a encore compris pourquoi les bâtisseurs du passé avaient eu besoin d'un morceau de pierre qui pesait autant que 125 bus scolaires. On ne sait pas non plus comment ils comptaient déplacer ce colosse et pourquoi ils n'ont pas terminé le travail. Quoi qu'il en soit, ce troisième monolithe est le plus grand morceau de pierre transformé de l'histoire de l'humanité. Il y a à ce jour plus de questions que de réponses. Certains chercheurs pensent que les anciens bâtisseurs avaient des équipements de pointe. D'autres ne le pensent pas, mais sont impatients de comprendre comment les bâtisseurs ont réussi à déplacer ces pierres. Il y a un grand nombre de bâtiments et d'artefacts anciens dans le monde. Beaucoup d'entre eux rendent encore les chercheurs perplexes. Près de la pyramide de Djéser, en Égypte, les archéologues ont découvert un réseau de tunnels. Cet endroit s'appelle le Sérapéum. Il contient 24 sarcophages pesant de 70 à 100 tonnes. Les boîtes géantes ont été sculptées dans un seul morceau de granit et recouverts de lourds couvercles. Les sarcophages sont parfaitement symétriques. Au toucher, leurs parois sont aussi lisses que du verre. Même avec notre niveau actuel de technologie, c'est très difficile à réaliser. Mais les anciens Égyptiens ont réussi cet exploit. La coupe de Lycurgue est un artefact inestimable et un exemple de nanotechnologie ancienne. Elle est faite d'un verre qui peut changer de couleur. Si tu mets une source de lumière devant la coupe, elle devient verte. Si la lumière est derrière la coupe, elle devient rouge foncé. Dans ce cas, la figure du roi grec Lycurgue devient violet pâle. Les scientifiques n'ont compris comment ce changement de couleur fonctionnait qu'à la fin du XXe siècle. Grâce au microscope, ils ont détecté des nanoparticules d'argent, d'or et de cuivre. Elles avaient été ajoutées à la matrice de verre. Grâce à cela, tu peux observer un changement de couleur appelé dichroïsme. Fait intéressant, l'or et l'argent ont été broyés en fine poussière. C'est presque impossible à réaliser par accident. Très probablement, les anciens experts savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. En Bolivie se trouve un curieux endroit appelé Pumapunku. On dirait que d'anciens géants y ont joué avec un énorme jeu de construction. Et après le jeu, ils ont oublié de remettre les pièces dans la boîte. Mais il n'y avait pas plus de géants autrefois qu'aujourd'hui. Ces énormes blocs de pierre ont simplement été sculptés par d'anciens bâtisseurs, il y a plus de 1500 ans. Certaines des pierres pèsent 100 tonnes. Les blocs ont été apportés à une altitude de près de 3900 mètres depuis la carrière située à 95 km du site de construction. Il n'y a pas de forêt dans cette zone, ce qui signifie que les bâtisseurs n'ont pas pu utiliser d'arbres pour fabriquer des rondins de bois. Le monument appartient à la civilisation Inca, or les scientifiques sont sûrs qu'elle n'avait aucun usage pour la roue. En 1992, les habitants d'un village chinois ont décidé de drainer un étang. Leurs ancêtres l'utilisaient pour laver le linge et attraper des poissons depuis des centaines d'années. Ils ont pompé l'eau sans relâche pendant 17 jours. Au fond du réservoir, ils ont fait une découverte inattendue. Les villageois ont vu l'entrée d'une grotte qui descendait à une profondeur de 30 mètres. Cette incroyable découverte a été baptisée les grottes de Longyu. Des bâtisseurs inconnus avaient creusé des galeries de 30 000 mètres carrés. On y trouve des pièces séparées, des ponts, des bassins et des colonnes qui soutiennent le plafond. Les murs de la grotte sont couverts d'étranges lignes et motifs sculptés. Les scientifiques n'ont pas trouvé d'informations sur l'identité de ceux qui ont creusé les grottes, ni sur la raison pour laquelle ils l'ont fait. La technologie de construction reste également un mystère. Antonio Stradivari a vécu en Italie au XVIIIe siècle. Il créait des instruments de musique. Plus de 600 de ses œuvres ont survécu jusqu'à aujourd'hui. 500 d'entre elles sont des violons. L'un de ces instruments a été vendu aux enchères pour 16 millions de dollars. Les violons fabriqués par ce maître ont un son clair et profond.
Les chercheurs n'arrivent pas à comprendre pourquoi les instruments de Stradivarius produisent des sons si uniques. Peut-être est-ce dû au vernis que le maître a utilisé pour recouvrir les violons. La réponse se trouve peut-être aussi dans le bois dont sont faits les instruments. À l'époque, l'Europe avait un climat froid. À cause de cela, le bois est devenu plus dense, et les instruments qui en étaient faits avaient un son particulièrement agréable à l'oreille. Dans la ville indienne de Delhi, il y a un pilier de 7 mètres de haut. Il pèse 6 tonnes et demie et est composé à 98% de fer forgé. Le pilier, vieux de 1600 ans, ne présente aucun signe de rouille ni de dégradation. Les scientifiques pensent que si le monument est si bien conservé, c'est grâce au climat sec et à la composition chimique du métal qui l'a rendu résistante à la corrosion. Et pourtant, les chercheurs ne savent pas comment les forgerons ont réussi à fabriquer un pilier en fer qui ne craigne pas la rouille. Cela semble être un exploit difficile, même pour les métallurgistes modernes. Le rocher Al-Nasla est divisé en 2 parties par une fente parfaitement droite. Chaque bloc rocheux repose sur un petit piédestal. Certaines personnes pensent que c'est la preuve d'une ancienne technologie laser. Mais les géologues pensent que la fente est apparue en raison du déplacement du sol ou des vibrations naturelles qui se sont produites sous la roche. Ce processus a conduit à l'apparition de la fissure. Elle s'est agrandie pendant des milliers d'années et progressivement, le monument naturel a pris la forme que l'on peut observer aujourd'hui. Il y a beaucoup de portes de par le monde qui n'ont pas de clé. Peut-être que tu vas trouver le moyen de les ouvrir. Notre première destination est... Ok, lis-le toi-même et bonne chance pour la prononciation. C'est un temple en Inde dont le nom vient de cet autre mot extrêmement long qui se traduit par « celui qui émerge du lotus ». Ce temple est l'un des lieux les plus connus et les plus sacrés de l'Inde. C'est l'un des 108 temples du courant de l'hindouisme qui s'appelle comme ça. C'est un courant particulièrement ancien dont on trouve les premières traces dans des textes tamouls du VIe siècle. On en revient à notre époque. En 2011, suite à une plainte, la Cour suprême indienne a décidé de recenser les objets de valeur conservés dans le temple parce qu'ils avaient été informés que l'endroit pouvait avoir été abusivement exploité. Pour ce faire, ils ont dû ouvrir toutes ces portes qui étaient restées fermées pendant des siècles. La commission a ainsi découvert 6 gigantesques caveaux secrets dans lesquels étaient cachés d'inestimables trésors. En ouvrant ces caveaux, la commission a découvert des statuettes en or, des colliers et des pièces pour une valeur totale d'au moins 23 milliards d'euros. Les officiers ont aussi découvert des costumes de cérémonie, des noix de coco en or incrustées de bijoux et de gros diamants. Quand je dis gros diamants, c'est que c'est vraiment des gros diamants. Certaines de ces pierres précieuses atteignent les 110 carats. Pour te donner une idée, une petite statuette en or de cette collection a une valeur estimée d'environ 31 millions d'euros. Après cette découverte digne d'un conte des 1001 nuits, le temple s'est équipé de détecteurs de métaux, de caméras et d'autres appareils de sécurité avant l'arrivée des premiers visiteurs. Le temple est maintenant encerclé par plein d'agents de sécurité. Mais est-ce qu'ils protègent le trésor ou est-ce qu'il y a quelque chose d'encore plus mystérieux dans ce temple ? Il y a 6 caveaux dans le temple. C'est là que le trésor est entreposé. Ces caveaux ont des noms de A à F. Mais le comité de recherche n'a ouvert que 5 des 6 caveaux avec beaucoup de difficultés. Le plus bizarre, c'est que, malgré tous les efforts ayant impliqué l'utilisation des technologies les plus récentes, le caveau B n'a pas pu être ouvert. 2 cobras sont sculptés sur la porte et sont là pour t'accueillir. Cette porte fait office de portail. Tu peux aisément le voir, comme pour les portes qui mènent aux autres caveaux. Surprise! Les experts ont découvert 2 autres portes derrière la première. La deuxième porte est en bois et la troisième en fer. Étonnamment, la dernière porte est verrouillée et ne présente aucune caractéristique d'une porte. Pas de charnière, de poignée, de verrou, ni quoi que ce soit d'autre. Personne ne sait ce qui se cache dans le caveau B. Ceux qui croient en des forces occultes considèrent qu'ouvrir cette porte contre sa volonté libérerait d'innommables forces sur le monde. D'autres considèrent que la porte du caveau B conduit vers un tunnel. On ne sait pas si c'est lié à ces croyances, mais la Cour suprême indienne déconseille l'ouverture des portes du caveau B. En 2010, David Crespi, un ingénieur français qui visitait le Machu Picchu, a découvert une porte étrange dans un des bâtiments principaux. La porte se trouvait dans un passage étroit très peu fréquenté par les touristes et les archéologues. David a pensé qu'il s'agissait d'une porte d'entrée qui avait été scellée par les Incas pour une raison inconnue. Il a immédiatement contacté les archéologues et les autorités, qui lui ont promis qu'il commencerait à enquêter au plus tôt et qu'il lui donnerait des nouvelles sur sa découverte.
Les mois ont passé, mais il n'a reçu aucune nouvelle. Il n'a reçu aucune réponse à ses appels et ses emails. En 2011, il tombe sur un article sur le Pérou écrit par Thierry Jamin. David le contacte immédiatement et l'informe de sa découverte. Par la suite, Jamin et d'autres archéologues se rendent au Machu Picchu pour mener l'enquête sur la porte secrète. Ils en ont conclu qu'il s'agissait bien d'une porte d'entrée scellée par les Incas. Les chercheurs ont confirmé la découverte de 2 entrées situées derrière la fameuse porte. Ils ont aussi reproduit une image 3D d'une rampe d'escalier conduisant vers la pièce principale et une autre chambre. L'analyse révèle quelques cavités parmi lesquelles se trouve une grande pièce quadrangulaire. En outre, les géoradars ont aussi détecté des métaux qui pourraient correspondre à des objets en or ou en argent. Jamin et son équipe pensent qu'il s'agit peut-être d'une pièce datant d'une période préhispanique. Ils pensent que les Incas ont scellé la porte afin de cacher quelque chose d'important. Peut-être s'agit-il d'un énorme trésor ou autre chose de tout aussi important. Jamin a affirmé que la découverte de cette chambre pourrait être la première étape de la découverte d'un mausolée. Jamin soumet une demande officielle au gouvernement péruvien afin d'obtenir l'autorisation d'ouvrir la pièce. Pourtant, ni sa demande, ni les demandes d'autres archéologues n'ont été approuvées jusqu'à maintenant. Les autorités considèrent que l'ouverture de cette porte pourrait causer des dégâts à d'autres aires du site archéologique. Pourtant, la caméra endoscopique a confirmé l'hypothèse que les blocs de pierre de l'entrée ne font que bloquer le passage et ne sont pas des éléments structurels utiles au bâtiment. Le troisième mystère se situe à Gizeh, en Égypte. Des explorateurs ont découvert 2 portes secrètes dans la pyramide de Khéops. Il y a 2 tunnels d'environ 20 cm de large qui partent des murs nord et sud de la chambre de la reine. Mais ces tunnels sont fermés avant de déboucher sur l'extérieur de la pyramide. Alors, où peuvent-ils bien conduire? Personne ne sait exactement à quoi servent ces tunnels. Certains archéologues pensent que ces portes cachent l'entrée à des chambres encore inexplorées. L'égyptologue Zahi a raconté la découverte de ces portes. Un robot conçu spécialement pour l'expédition a été envoyé dans ces couloirs partant de la chambre de la reine pour comprendre ce qui s'y trouvait. Les chercheurs ont branché une caméra à ce robot. La vidéo montre que derrière la porte en pierre se trouve une autre porte close. Les archéologues étaient stupéfaits d'avoir découvert une porte au lieu d'une impasse. La structure de la porte en pierre cache parfaitement les autres portes. Selon les experts, il s'agit d'une prouesse d'ingénierie. Il est impossible d'atteindre la porte car elle se situe derrière un bloc de pierre géant. Mais les archéologues sont en train de chercher une façon d'y parvenir sans endommager la structure. Ces nouvelles découvertes n'ont fait que confondre encore plus les archéologues au lieu d'apporter des réponses à leurs questions. Dernière étape de notre voyage, le Taj Mahal, le palais de l'amour. L'empereur moghol Shah Jahan a fait construire ce mausolée à la mémoire de sa femme bien-aimée, Mumtaz Mahal. La quantité de portes du Taj Mahal est si importante que cette vidéo durerait des jours si on commençait à parler de toutes les pièces scellées du palais. Selon les experts, si l'on ouvrait ces portes maintenant, des centaines d'années après leur fermeture définitive, on se retrouverait à devoir faire face à des exhalations de monoxyde de carbone. Et si ce gaz entrait en contact avec le marbre, il se transformerait en carbonate de calcium, ce qui pourrait fissurer les minarets du Taj Mahal. Une légende dit que l'ouverture de ces portes libérerait une terrible malédiction emprisonnée dans les chambres souterraines du mausolée. Un petit bonus du Canada. La porte de la chambre 873. C'est une chambre du Fairmont Banff Springs Hotel, ouvert en 1888. Voici l'histoire. Il y a des dizaines d'années, un crime a été commis dans cette chambre. Après l'enquête, l'administration de l'hôtel a décidé de réaménager la chambre et de continuer à la louer à d'autres voyageurs. La rumeur dit que les hôtes logeant dans cette chambre avaient été témoins d'étranges phénomènes. Ils entendaient des bruits bizarres et la télé de la chambre ne cessait de clignoter. On dit que la porte de la chambre 873 a été murée avec des briques. Les hôtes curieux qui ont entendu parler de ces histoires traînent dans les couloirs là où se trouvait l'entrée de la chambre en tapant sur les murs pour contacter d'éventuels fantômes. Laquelle de ces portes voudrais-tu ouvrir ?